Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à la restitution des résultats de notre enquête sur la prise en compte de la thématique des salariés aidants dans les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire de moins de 1000 salariés. Nous sommes ensemble pour un peu moins d'une heure. Sachez que vous pouvez réagir tout au long du webinaire via l'onglet chat situé à droite de votre écran ou poser des questions dans l'onglet dédié, l'onglet questions situé à droite de l'onglet chat. Nous prendrons le temps de répondre à vos questions à intervalles réguliers, que ce soit à l'écrit ou directement à l'oral. Et sachez dès à présent que vous recevrez le replay de l'événement ainsi que le document complet de restitution de l'enquête. Je suis Julie Couplet-Rodex, chef de projet diversité au sein du réseau Les Entreprises pour la Cité. Nous accompagnons les entreprises sur les sujets de diversité et d'inclusion et par ailleurs, nous portons la charte de la diversité qui regroupe près de 4000 signataires parmi lesquels les entreprises qui comptent 80% de PME. Cette enquête que nous allons vous présenter ce matin, nous l'avons menée aux côtés du Comité national coordination action handicap, le CCH, et avec le soutien du groupe Malakoff Humanis. J'interviendrai à ce titre aux côtés de Philippe Béranger, responsable de partenariat et de communication au sein du CCH, également aux côtés d'Anne-Sophie Boutiaori, conseil en création de valeur sociale au service des entreprises, aux côtés également de Muriel Perretou, directrice des engagements sociaux et sociétaux au sein de Malakoff Humanis, qui avait un petit souci technique et qui nous rejoindra un peu plus tard dans la matinée. Et sinon, voilà, on trouvera une solution pour qu'elle puisse faire le mot de la fin. Effectivement, elle interviendra dans le mot de conclusion. Au cours de ce webinaire de restitution, nous entendrons notamment le témoignage de Gilles Barbier, directeur de handicap.fr, qui est l'exemple d'une PME engagée sur le sujet des salariés aidants. Et également le témoignage de Frédéric Danel, directeur régional de Pôle emploi pour la région Bourgogne-Franche-Comté, avec qui on abordera l'exemple d'un projet territorial développé autour de cette thématique. Mais pour introduire le sujet et contextualiser l'enquête, nous allons d'abord écouter le court témoignage vidéo d'Isabelle Diglet, qui est responsable diversité et inclusion au sein de la banque de détail de BNP Paribas. Alors, à l'image d'autres grandes entreprises, BNP Paribas est engagée depuis de nombreuses années sur le sujet de la prise en compte des salariés aidants, un engagement qui s'est traduit notamment au travers de la négociation d'accords collectifs avec les partenaires sociaux. Donc, je vous propose de l'entendre. En fait, depuis de nombreuses années, BNP Paribas souhaite prendre en compte les contraintes personnelles et familiales des collaborateurs. Nous avons signé de nombreux accords d'entreprise depuis maintenant 15 ans, ainsi que des partenariats avec des associations pour faciliter le soutien et l'organisation à la vie privée de nos salariés. Ce sont dans ces accords diversité que sont logés la plupart de nos engagements, la plupart de nos objectifs en matière de bien vivre, en matière de qualité de vie au travail, en matière évidemment de diversité et de mixité. Et le sujet des aidants est venu assez rapidement se loger dans ces accords afin de mieux accompagner et également de mieux encadrer ce sujet dans l'entreprise. Très bien. Nous allons donc reprendre
nos échanges. Alors, donc en fait, à l'image de BNP Paribas, hein, les grandes entreprises se sont saisies de ce sujet, des accords d'entreprise. Hein. Elles ont montré la voie sur le sujet des aidants et notamment sur la question des accords d'entreprise. Et c'est une question qui est devenue un enjeu pour toutes les entreprises, y compris les plus petites, qui ne se sont pas encore emparées du sujet. Et c'est aussi pour cela que nous avons souhaité mener cette enquête spécifique hein, sur la situation des PME et ETI de moins de 1000 salariés. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'une enquête s'intéresse de si près à ce type d'entreprise. Tout d'abord, quelques mots sur la méthodologie de l'enquête. Alors, nous avons adressé un questionnaire en 2 vagues de diffusion entre novembre 2019 et février 2020. Il était ouvert aux PME et aux ETI de moins de 1000 salariés signataires de la Charte de la diversité. Et le questionnaire en lui-même comportait 28 questions ouvertes ou à choix multiples. Au total, 96 entreprises ont répondu à l'enquête, dont 75% de PME et 20% d'entreprises de taille intermédiaire. Et parmi les régions les plus représentées chez les entreprises répondantes, nous avions l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et parmi les principaux secteurs représentés, nous avions celui de l'audit et du conseil, celui des nouvelles technologies avec l'informatique, numérique et réseau, et enfin le réseau du social et des services à la personne. Je vais maintenant laisser la parole à Philippe Béranger du CCH pour une contextualisation du sujet et à la restitution des résultats de l'enquête. Merci. Bonjour à tous. Quelques mots peut-être pour commencer sur ce que c'est que les aidants. On compte en France entre 8,3 millions et 11 millions d'aidants. Et parmi ceux-ci, on considère que la moitié d'entre eux travaillent, donc à peu près 4 millions, tous ces chiffres étant bien sûr à regarder de près chaque fois qu'il y a des évolutions. Toujours dans les grands chiffres, on sait que 58% des aidants sont des aidants, donc c'est majoritairement féminin, et que les 2/3 ont moins de 60 ans. Un aidant, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui s'occupe d'une personne malade, d'une personne âgée, d'une personne en perte d'autonomie ou en situation de handicap et qui l'aide dans sa vie quotidienne. On peut être aidant d'un membre de sa famille, bien entendu, mais on peut aussi être aidant de son voisin d'immeuble si on a avec lui une relation suivie et régulière. C'est une situation qui est plutôt intense. Elle peut s'avérer chronophage, stressante aussi, émotionnellement et physiquement. Et bien sûr, si l'on est aidant et que l'on travaille en même temps, cela représente une charge qui peut être complexe à gérer. Toutefois, chaque situation est unique, c'est difficile de faire des généralités sur les aidants. Il y a des situations qui sont plus lourdes que d'autres, en termes justement de charge physique, de charge émotionnelle, et puis aussi le rôle de la famille, son histoire, la durée de l'aide apportée par l'aidant peuvent modifier sa situation. Voilà un peu pour les grandes caractéristiques qu'on peut évoquer sur l'aidant. Alors, si je continue, si je passe à la diapo suivante, voilà, c'est ça. Dans notre enquête, Julie l'a déjà dit, mais c'est important d'insister, c'est que 90% des entreprises qui ont répondu à notre enquête comptent moins de 250 salariés. Et les personnes qui ont répondu, c'est important aussi, sont principalement donc des dirigeants ou des managers. Donc, c'était le choix que nous avions fait. C'est vrai que c'est la première fois qu'une enquête s'intéresse de si près à la question des aidants dans les PME. C'est important à souligner parce que les PME, elles ont souvent des modes de management qui peuvent être différents de celui des grands groupes. Très souvent, on note qu'il y a une proximité managériale qui peut représenter à la fois un levier, mais aussi un obstacle à la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle. Bien souvent, d'ailleurs, les questions personnelles sont gérées directement entre le manager et le collaborateur, puisque le filtre des ressources humaines qu'on trouve dans les grandes entreprises, comme on l'a vu tout à l'heure pour BNP Paribas, n'existe pas toujours, n'existe pas d'ailleurs la plupart du temps. Et pour gérer les questions individuelles, on s'arrange, c'est le verbe que
qu'on retrouve assez souvent, pour reprendre une terminologie que l'on trouve dans les entreprises. Cette spécificité, cette façon de gérer les équipes, on le retrouve effectivement dans les résultats de notre enquête. Je continue un petit peu dans les résultats. Voilà. Alors, un élément un peu peut-être plus global, c'est que l'entreprise soit petite ou grande, et ça c'est un élément qui est propre à notre actualité, à notre société, c'est que l'attente de la société vis-à-vis des entreprises, elle est toujours plus importante. L'entreprise, elle a un rôle bien sûr économique, mais aussi social, sociétal, dont elle a d'ailleurs elle-même de plus en plus conscience. Et en cherchant à améliorer la qualité de vie des salariés avec des accords QVT, qualité de vie au travail, ou des accords de diversité, comme celui qui a été évoqué par BNP tout à l'heure, eh bien, les entreprises apportent des réponses réellement concrètes aux besoins des salariés. Dans les résultats de notre enquête, on constate toutefois que sur cette question des aidants, des salariés aidants plutôt, les entreprises ne sont pas vraiment convaincues de la pertinence du sujet. Elles ne le relient pas forcément à la qualité de vie au travail. Pour 2 tiers d'entre elles qui ont répondu à l'enquête, elles déclarent que le sujet des aidants salariés n'est pas un sujet RH primordial, et seulement 1/4 des entreprises ont mis en place des mesures pour venir en aide aux salariés aidants. Donc, c'est encore quelque chose qui doit progresser. En fait, le sujet des aidants est plutôt considéré comme appartenant à la sphère privée. On est là dans le domaine de l'intime. Objectivement, sur la question des aidants, il y a bien une référence à la maladie, au handicap, à la perte d'autonomie, voire à la fin de vie. On sait que ce sont des sujets qui peuvent être délicats à aborder dans l'entreprise. Certaines d'entre elles peuvent même préférer ne pas en parler. Objectivement aussi, ce n'est pas une thématique RH comme une autre. Donc, il y a effectivement cette problématique-là. Et de façon paradoxale, c'est le dernier chiffre dans la diapo à droite, c'est assez intéressant. On constate que très peu d'entreprises reconnaissent ne pas être à l'aise avec ce sujet des aidants. Vous voyez, on a 1,5% des entreprises qui ne seront pas à l'aise pour aborder le sujet des aidants. Alors, c'est peut-être à relier au mode de management assez spécifique des PME, dont on a évoqué tout à l'heure, où bien souvent les questions personnelles sont gérées directement entre le manager et le collaborateur. Et le manager, finalement, peut être lui-même ouvert à ce thème, et notamment celui qui a répondu à notre enquête, puisqu'il va être plus intéressé que d'autres peuvent l'être. Et il peut avoir l'impression que la question des aidants, c'est-à-dire la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, ne pose pas de problème au niveau de l'entreprise, alors que c'est plutôt lui, à titre personnel, qui finalement n'y est pas hostile, et que l'entreprise n'a pas forcément proposé de cadre général et réglementaire pour que tous les salariés aidants puissent bénéficier de la même égalité de traitement. Je continue. Alors, je continue comme ça, c'est ça. Voilà. Excusez-moi, je reprends un petit papier. Voilà. Toujours parmi les résultats de notre enquête, on note que 56% des entreprises pensent que les salariés se sentent libres d'évoquer avec leur direction les contraintes de leur vie personnelle lorsqu'elles rejaillissent sur leur vie professionnelle. Ça, c'est plutôt une bonne chose parce que cela signifie qu'une majorité de dirigeants et de managers qui ont répondu estiment que le dialogue social est suffisamment qualitatif, libre et ouvert pour que les salariés se sentent en confiance pour évoquer leurs problèmes personnels. Alors, en même temps, là aussi, c'est un résultat qu'on peut mettre en face de l'enquête Aidants et Travailler qui avait été menée en 2016 par la Massif et dont on a le chiffre ici, qui révélait que 56% des salariés déclarent avoir informé leur entreprise de leur situation. Ce qui laisse quand même penser que la moitié, finalement, des salariés n'osent pas encore confier à leur entreprise qu'ils sont aidants. Donc, il y a encore effectivement des marges de progrès importantes. On voit bien que la question des aidants, pour être mieux prise en compte dans les entreprises, repose beaucoup sur la question de la confiance. Et la confiance entre la direction, les managers et les collaborateurs pour que, sur un sujet délicat et objectivement qui relève de l'intime, on puisse pouvoir évoquer ces situations personnelles. Alors, on va essayer de continuer à parler de cette spécificité-là de la conciliation entre vie perso et vie pro avec un dirigeant d'entreprise. Et on va donner la parole à Gilles Barbier pour qu'il nous explique un petit peu comment ça fonctionne chez lui dans son entreprise qui s'appelle handicap.fr. Alors, voilà, voilà, j'y suis arrivé très bien. Gilles, vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, ça fonctionne, c'est bien. Alors, dites-nous un petit peu qui vous êtes déjà.
Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Gilles Barbier. Je suis le fondateur et le directeur de handicap.fr, que j'ai créé il y a maintenant 18 ans, en 2002, et qui est un média sur le handicap qui traite de tous les sujets et qui a aussi une action très importante dans l'emploi des personnes handicapées. Alors, on est une petite équipe, hein, on est une douzaine de personnes. Combien vous êtes en tout? J'ai pas bien. Une douzaine. Une douzaine de personnes. Ouais. Donc, c'est la parfaite PME, effectivement, qui rentre bien dans le cadre de notre enquête. Est-ce que vos salariés ont des spécificités? Est-ce qu'ils sont… il y a des choses qu'on peut dire sur… Mais nous, on a quelques personnes qui sont en situation de handicap. Ouais. Et du coup, depuis des années, on a toujours développé du télétravail, en fait, puisqu'on a aménagé des horaires et des présences au bureau en fonction de ça. D'accord. Et comment est-ce que vous… Donc, il y a déjà une habitude du télétravail. Est-ce qu'il y a d'autres modalités que vous avez mises en place pour prendre en charge vos salariés aidants? Non, aucune. Aucune. Il n'y a rien de particulier. Non, mais en fait, c'est ce que je disais au début par rapport à ce débat-là, c'est que moi, j'ai peut-être un peu l'impression d'enfoncer des portes ouvertes par rapport à ce sujet. Ouais. Parce que j'ai un peu réfléchi avant de participer à ce webinaire sur comment, effectivement, depuis 18 ans, on avait géré ce genre de cas, puisqu'on a effectivement eu des salariés aidants. Oui. Par rapport, d'ailleurs, à l'enquête, on a eu autant d'hommes que de femmes, nous, d'ailleurs, sur ce sujet-là. D'accord. Après, j'essaie un peu pas de théoriser, mais du moins pour expliquer un peu mon propos. Finalement, ça tient un peu en un acronyme qui est très moche, que j'appelle TREPEC, T-R-E-P-E-C. Alors, le T, en fait, parce que quand on se pose la question du salarié aidant, il se pose d'abord la question du temps. Oui. Le besoin, c'est le temps. C'est-à-dire que la personne ait le temps de s'en occuper et que nous, on ait aussi le temps de se réorganiser. Et le besoin qu'il faut assouver en premier, c'est l'histoire du temps. Le deuxième, donc c'est le T. Le deuxième, le R, c'est le renseignement. En fait, le renseignement, c'est-à-dire que il faut pouvoir dire assez rapidement à la personne ce qu'elle peut faire en termes de ce en quoi elle a droit à quelque chose. Et pour prendre un exemple très concret, nous, on a eu un cas d'une personne qui a dû s'arrêter presque 4 mois, qui avait 4 mois, et au bout de, je crois, 2 ou 3 mois, son salaire était amputé de 20% par rapport à la convention collective. Donc, il fallait effectivement aussi gérer ça. Donc, il faut bien savoir ce à quoi le collaborateur a droit et ce que peut faire l'entreprise aussi de son côté. Le deuxième c'est l'exemplarité, parce que le fait d'être aidant, ça peut arriver à tout le monde, y compris aux chefs d'entreprise. Et moi, je l'ai été il y a quelques temps. Ça veut dire qu'il y a cette notion d'exemplarité, donc il faut faire les choses de manière la plus exemplaire possible pour que tout le monde se sente rassuré par rapport à si un jour ça nous arrive, quoi. Si un jour ça arrive. Ensuite, il y a l'histoire de la parole. Alors, la parole, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que finalement, il faut aussi, dans la limite de ce qui peut être divulgué par rapport à l'équipe, il faut que tout le monde un peu soit sur un même point d'information. Ça veut dire qu'on a un peu un devoir les uns les autres de vérité. Et on ne peut pas faire un débat sur la vérité en entreprise, mais ça fait partie de ce sujet-là, quoi. D'accord. Et puis, le dernier point, enfin l'avant-dernier point, c'est le dernier E, c'est l'engagement. Parce qu'en fait, quand on est des petites équipes et qu'il y a une personne ou deux qui sont salariés aidants, à un moment donné, ça active encore plus de solidarité et de performance, puisqu'il faut combler les manques par tout le monde. Donc, il faut vraiment avoir une équipe engagée. C'est pour ça d'ailleurs que la parole est importante, parce qu'il faut savoir pourquoi les gens s'engagent aussi. Ouais. Et quelle est la situation du salarié aidé, le degré de gravité de sa situation, en fait. C'est pas pareil lorsqu'il s'agit d'un enfant, d'un parent âgé. Donc ça, il faut savoir aussi pouvoir l'aborder. Et puis la dernière chose, effectivement, le C, c'est la confiance, quoi. Ouais. Voilà, sans confiance, on n'arrive à rien. Ou ne serait-ce que parfois, des gens peuvent se dire, oh, ça fait déjà 3 mois qu'il n'est pas là, quand même, ça exagère, quoi. C'est pas si grave que ça. Mais bon, voilà. Enfin, par exemple, là, un exemple un peu basique. Oui. Voilà, donc c'est un peu comme ça que j'ai été amené à gérer les cas de salariés aidants dans l'entreprise depuis 18 ans. Donc, du coup, en fait, si je comprends bien, toutes ces questions-là sont gérées de façon très personnelle entre vous et les salariés qui sont concernés, mais ça n'obéit pas à un cadre
je dirais, réglementaire ou très précis pour l'instant. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a il y a un cadre de toute façon qui est aujourd'hui ce qu'il est sur un plan juridique. Et par rapport à ce cadre-là, il faut avoir de la liberté. Et surtout dans les petites équipes, il faut faire ce que je vous dis là, enfin, le tendre à ça. Et pour l'instant, nous, on les a assez bien gérés quand ça s'est passé comme ça. D'accord. Est-ce que vous avez eu le temps très pragmatique. Voilà. Très pragmatique, oui, on retient ça. Est-ce que vous avez eu le temps de jeter un œil sur les résultats de l'enquête? Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport justement à votre quotidien? Moi, j'ai une remarque. Ouais. Déjà, c'est l'écriture inclusive. Ah. Alors, je ne supporte pas. Bon. Pour différentes raisons. D'abord, parce que ce n'est pas lisible. Ouais. Pour ceux qui ont des difficultés de lecture, ce n'est pas terrible. En termes d'accessibilité, ce n'est pas bon. Et je ne pense pas que ce soit utile pour une cause que je défends aussi, qui est l'égalité femmes-hommes. Et en plus, pour l'instant, ce n'est pas validé par l'Académie française. Alors, je suis désolé, je fais ma petite aparté sur le sujet. Après, oui, je me retrouve assez sur cette étude-là. Sinon, il y a un truc qui me dérange un peu, moi qui me surprend, c'est que 55% des entreprises considèrent que ce n'est pas un sujet. Oui. J'avoue que ça me surprend un peu parce que, ou alors ce sont des boîtes où il y a beaucoup de jeunes. Oui. Mais enfin, je ne sais pas, autour de moi, je ne connais pas un ami chef d'entreprise qui n'est pas concerné ou qui ne l'a pas été. D'accord. Pour ça, je suis un peu surpris de ça. D'accord, ok, très bien. Bon, le reste, c'est assez cohérent par rapport à ce que j'ai pu. À ce que vous vivez aussi au quotidien. Très bien. Merci beaucoup, Gilles. Alors, on va, je crois qu'on avait prévu une petite séquence de questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a des questions pour Gilles. En tout cas, on avait des questions par rapport à la première partie de notre restitution d'enquête. Très bien. Une première question d'Antoine Candelier qui pose la question sur les statistiques globales. Les aidants de personnes en situation de handicap, enfants, conjoints, hors personnes âgées, ne sont donc pas dans ces statistiques? Voilà, c'était la question sur… je vous invite à regarder la question. Oui, je crois qu'Anne-Sophie a répondu quelque chose. Non, en fait, j'ai voulu répondre, j'ai fait une fausse manipulation. Ah, je voulais effectivement répondre que bien sûr que si, les aidants de personnes handicapées sont incluses dans l'étude. D'accord. Oui, c'est ça, effectivement. Ils sont bien. Et la deuxième question, je vois, Julie, c'était comment sont définis les aidants dans votre étude? Donc, je crois que je l'ai un peu défini au départ. Je n'ai peut-être pas été suffisamment clair. Mais c'est bien les aidants au sens large, donc d'une personne âgée, d'une personne en perte d'autonomie, d'une personne en situation de handicap ou malade. Enfin, je crois qu'on n'avait pas vraiment, on avait ouvert le spectre de façon très large et on n'avait pas précisé dans les questions la qualité de la personne aidée. On s'intéressait plus particulièrement à l'aidant et à son ressenti ou à la façon dont il pouvait vivre sa situation. Est-ce que je donne peut-être la parole maintenant à Anne-Sophie pour la suite de la présentation des résultats de l'enquête? Oui, merci. Je vais prendre le relais. Donc, bonjour à toutes et à tous. Oui, je crois que dans la question qui était posée sur comment sont définis les aidants dans cette enquête, en fait, les questions qui sont posées permettent justement de tester la perception par la personne en face de ce qu'est un aidant. Ça aussi, c'est une dimension qui est intéressante de ne pas cadrer. Il n'y a pas eu de définition de l'aidant, effectivement, qui a été donnée au moment de l'enquête. Alors, sur la suite de l'enquête, on a travaillé sur la question du rôle sociétal de l'entreprise. On s'aperçoit depuis plusieurs années que l'entreprise, en tant qu'acteur, a un rôle de plus en plus structurant sociétalement et on fait appel à l'entreprise de plus en plus, y compris d'ailleurs de la part des pouvoirs publics. On le verra tout à l'heure sur un certain nombre de nouvelles dispositions qui ont été prises sur les aidants. Parce que l'entreprise est non seulement garante du développement économique, mais elle est aussi garante du contrat social. Et ça prend aujourd'hui un relief tout à fait particulier. On le voit bien avec la crise qu'on traverse, puisque c'est une dominante quand même des préoccupations aujourd'hui, d'arriver à conserver cette forme le contrat social, de ne pas arriver à des modes de rupture entre le particulier et le monde économique.
Il y a quelques années sont apparues également les notions qu'on aborde aujourd'hui de façon très courante, qui sont la RSE, la QVT, le bien-être au travail. Jusque-là, on avait une obligation de l'employeur qui était sur la santé du salarié au travail, mais là, on va au-delà, on va sur d'autres choses qui incluent évidemment toutes les parties prenantes internes et externes. Donc, ça veut dire que l'entreprise aujourd'hui, elle a une contribution sur non seulement sa pérennité, sa pérennisation de son activité économiquement, mais elle a aussi une mission, un rôle en matière de durabilité de la vie économique et sociale. Et donc, on lui demande de plus en plus de choses. Ce qui est compliqué d'ailleurs parce que où mettre le curseur sur ce qui relève véritablement du domaine de l'entreprise. Sur la question des aidants, ce qui est vraiment important par rapport à ça, c'est de bien comprendre de quoi on parle. C'est-à-dire que quand on parle des aidants et des salariés aidants, on l'a vu tout à l'heure avec les chiffres, on n'est pas sur une question de petite niche de population. On est sur une question de continuum de vie. On est sur des personnes qui, à un moment donné dans leur vie, sont confrontées à cette problématique-là. Et il y a quand même une probabilité extrêmement forte dans sa vie personnelle, selon évidemment son niveau d'avancée en âge, d'être ou d'avoir été ou d'être futurement, si je peux dire, confronté à cette problématique d'être aidant. Donc c'est une thématique, la thématique des aidants pour un salarié qu'il faut prendre en compte comme toutes les thématiques de la vie personnelle, c'est-à-dire ce qui concerne la parentalité, ce qui concerne tous les bouleversements familiaux, les décès, etc. Ça touche l'individu et donc ça le touche aussi par ricochet dans sa vie dans l'entreprise. Alors, avec le développement de la RSE et de la QVT en particulier, un certain nombre d'entreprises ont mis en place des mesures en faveur de la conciliation des temps de vie entre professionnels et personnels. C'est aujourd'hui une grosse thématique dans les entreprises, et en particulier avec les partenaires sociaux. Dans l'enquête, on a 62%, donc un tout petit peu moins des 2/3 des entreprises en PME et TPI qui ont mis en place des mesures de ce type. Et à 80%, les mesures, ça concerne la souplesse horaire, à la demande du salarié et la possibilité de recours au télétravail. Donc on voit bien d'ailleurs, encore une fois, je resitue ça dans le contexte d'aujourd'hui, contexte Covid, post-confinement, etc., et crise économique, on voit bien que c'est aujourd'hui des thématiques qui sont énormément sur le devant de la scène. Et tout ce qui va se faire autour de la conciliation des rythmes de vie entre le professionnel et le personnel va indirectement bénéficier aussi, ou directement d'ailleurs, mais bénéficier aux aidants. C'est-à-dire, il y a des mesures aussi qui se prennent dans les entreprises qui ne sont pas forcément destinées principalement aux aidants, mais qui vont leur apporter un certain soulagement dans leur vie, dans l'organisation de leur vie. Ce qui est très marquant dans cette enquête et qui vient confirmer des choses qu'on connaît déjà, malheureusement, c'est la question de l'information et du manque d'information. Ça, c'est vraiment un point fondamental. Alors, pour resituer ça, ce qui est important, c'est que quand on dit mauvaise information, c'est pas simplement la mauvaise information sur le rôle de l'entreprise ou la mauvaise information sur les dispositifs dans les entreprises qui peuvent concerner les aidants. C'est déjà la mauvaise information sur ce que signifie le sujet. Qu'est-ce que c'est que ce sujet des salariés aidants? Alors, pour remettre ça dans un contexte général, on sait qu'un aidant sur deux, déjà lui-même, ne se considère pas ou ne sait pas qu'il est aidant. C'est-à-dire que c'est pas la qualification qu'il va donner à ce qu'il effectue dans sa vie. Il aide son conjoint, il aide un enfant, enfin, et les gens n'ont pas forcément la conscience d'être aidant. Donc déjà, ce sujet-là, c'est compliqué en termes de vocabulaire. Et de façon globale dans la population, on a 60% des personnes qui ne savent pas, qui n'ont jamais entendu parler de la question des aidants. Et on a un tiers qui en ont entendu parler, mais ils savent pas trop ce que c'est. Donc au final, entre 60% et 33%, il en reste quand même très peu. Il reste que 7% de personnes qui connaissent le sujet des aidants et qui savent de quoi on parle. En gros, c'est les gens qui sont concernés, grosso modo. Donc, les entreprises se retrouvent avec un déficit, elles ne voient pas en quoi elles sont concernées, elles ne comprennent pas comment elles peuvent aborder le sujet parce qu'elles le cantonnent effectivement, comme le disait Philippe tout à l'heure, à une question strictement du domaine personnel, et elles n'arrivent pas bien à envisager comment elles peuvent imaginer quelque chose en interne pour répondre à ces personnes-là.
Alors, il y a des dispositifs légaux qui existent. On a voulu dans l'enquête faire un focus sur le dispositif de congé proche aidant parce qu'aujourd'hui, il est sur le devant de la scène. On va en parler tout à l'heure. En fait, on a 54% des entreprises qui ne connaissent absolument pas le congé de proche aidant. Ils ne connaissent pas. Et même pire, dans cette enquête, on en a 70% qui connaissent pas le congé de présence parentale. Donc, ça, c'est des dispositifs qui sont des dispositifs RH. Qui sont de notoriété publique. C'est embêtant, effectivement, de ne pas avoir d'informations. Alors, pour les entreprises, les sources d'informations qui sont identifiées, ça c'est intéressant, elles en relèvent 3. Celui qui intervient en premier, c'est le service de santé au travail. Il y a un tiers des entreprises qui estiment que c'est une source d'information sur cette question des aidants. La deuxième, c'est la branche professionnelle, et on verra tout à l'heure que c'est intéressant parce que ça fait partie des nouvelles mesures. Et puis en dernier lieu arrive la complémentaire santé. Mais ce qui est quand même intéressant à voir dans cette globalité, c'est qu'au final, les acteurs qui en parlent sont beaucoup des acteurs autour de la santé, de la prévention. C'est beaucoup ces thématiques-là qui reviennent. Donc c'est vrai que ça peut être un lien assez naturel vis-à-vis des entreprises, vu que l'entreprise a une obligation en termes de santé vis-à-vis de ses salariés. Les salariés, de leur côté, les salariés aidants, ils sont en attente. Ils sont en attente parce qu'en fait, une personne qui est aidante et qui a un emploi salarié en même temps, les deux grosses problématiques schématiquement, c'est que elle a un trop plein de charge mentale. Alors déjà, quand on n'est pas aidant, on sait qu'on a tendance à avoir un trop plein de charge mentale aujourd'hui, mais bon, elles ont vraiment une charge mentale très forte. Et puis, elles couplent ça avec des problématiques de sommeil. Donc ça a un certain nombre d'incidences. Ça a une incidence sur la fatigue, sur la capacité d'attention, de concentration, de vigilance. Ça a aussi des incidences comportementales en termes d'irritabilité, d'instabilité émotionnelle. Bref, toutes ces incidences-là se retrouvent dans le domaine du travail comme on les retrouve dans le domaine privé, bien sûr. Ça s'arrête pas à la porte du bureau. Et on s'aperçoit que quand on interroge les salariés sur leurs besoins, qu'est-ce qu'ils voudraient avoir, qu'est-ce qu'ils voudraient qu'on leur apporte et qui leur servirait, qui leur serait utile. La première chose qui ressort, c'est la question de l'information. Il y a 2/3 en gros des aidants qui ont besoin d'informations pour être orientés, d'informations pour savoir quelles sont les aides qu'ils peuvent recevoir, quelles sont les ressources extérieures auxquelles ils peuvent s'adresser. On sait que les systèmes, que ce soit le système sanitaire, le système médico-social ou social, ce sont des systèmes aujourd'hui en France qui sont extrêmement complexes et c'est difficile de s'y retrouver, surtout quand on se retrouve un peu fragilisé justement par des problématiques affectives, de s'occuper d'un proche, et ça devient quelque chose de tellement important qu'on perd aussi un petit peu de capacité de jugement sur l'analyse de l'environnement qu'on a. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc l'information, ça permet de faire redescendre le niveau de stress, ça permet de faire redescendre le niveau de charge mentale. Donc de toute façon, c'est forcément bénéfique aux personnes. Et puis les deuxièmes choses là qui sont vraiment qui touchent plus le domaine de l'entreprise, c'est la question de la flexibilité des horaires, c'est-à-dire que les aidants se retrouvent avec des contraintes fortes sur en particulier les rendez-vous médicaux, sur la prise en charge quand on a un enfant en situation de handicap pour pouvoir l'emmener dans l'établissement où il va dans la journée ou le récupérer le soir, enfin des tas de problématiques comme celle-là qui font qu'on a des contraintes horaires qui sont fortes. Et donc la flexibilité horaire, elle est recherchée par 60% des aidants. Et la dernière chose, le dernier item, c'est la question de la formation. Alors la formation, elle peut être là on peut y mettre deux choses à l'intérieur. Il y a premièrement la formation en tant qu'aidant, c'est-à-dire être formé à une meilleure connaissance des pathologies de la personne qu'on aide et de ses évolutions, être formé aux différents handicaps qu'on est amené à rencontrer en tant qu'aidant, être formé aussi sur tout ce qui est gestes et postures, c'est-à-dire savoir se préserver, savoir utiliser au mieux, apporter au mieux le service à la personne qu'on aide, mais sans se mettre soi-même en danger physiquement. Et puis être formé à la meilleure gestion de ses équilibres de vie pour arriver à sauvegarder sa santé à la fois physique, psychique, mentale. On peut aussi voir la question de la formation, c'est aujourd'hui un des sujets de la stratégie nationale 2020-2022 du gouvernement, comme étant une question aussi de former pour permettre aux aidants qui se sont absentés d'acquérir, de mettre en valeur
les compétences qu'ils ont acquises en tant qu'aidants pour pouvoir reprendre un travail et évoluer dans son travail. Donc c'est les deux axes en fait de la formation. Les entreprises également, il n'y a pas que les aidants salariés qui sont en attente. Les entreprises également sont en attente parce que aujourd'hui, il y a une nouvelle donne réglementaire. Il y a 3 points principaux. Alors, je ne vais pas vous donner toutes les mesures parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais c'est juste pour marquer les esprits. Donc, il y a eu une loi, la loi du 22 mai 2019, qui a été la première loi pour la reconnaissance des aidants. C'est quand même un élément marquant dans l'univers législatif aujourd'hui. Cette loi, elle a ajouté le sujet des aidants, des salariés aidants, qui doit être soumis à la négociation collective dans les branches au titre de la conciliation vie professionnelle, vie personnelle tous les 4 ans. Donc déjà, vous voyez tout à l'heure, les entreprises disaient que la branche professionnelle était pour eux une source d'information. De toutes les manières, il va y avoir un dialogue qui va s'instaurer forcément entre les entreprises et les branches, puisque ça fait partie des sujets qui sont obligatoires. Le deuxième événement réglementaire, entre guillemets, c'est le PLFSS 2020, avec une indemnisation qui a été prévue dès ce projet de loi de financement de la sécurité sociale du congé de proche aidant qu'on a évoqué tout à l'heure, dans la limite de 3 mois renouvelables. Bon, ça fait partie aussi du 3e véhicule là, réglementaire qui va être la stratégie nationale 2020-2022, qui a été présentée le 23 octobre 2019 par le Premier ministre de l'époque. Et il y a un certain nombre de mesures sur la conciliation vie personnelle, vie professionnelle, et en particulier, il y a la mesure numéro 11 qui pose l'obligation d'avoir ce critère, en termes de critères RSE, la question des proches aidants, dans les thèmes de négociation obligatoires dans l'entreprise. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle est très sollicitée. Alors, elle est très sollicitée parce que c'est un acteur important, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau sociétal, mais il faut pas se tromper non plus. C'est-à-dire qu'elle est très sollicitée aussi parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de financement public de mettre en place une politique vis-à-vis des aidants qui soulagerait tout le monde. Donc, il faut trouver tous les acteurs, et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'entreprise, depuis plusieurs années, elle est de plus en plus mise à contribution pour la prise en charge de ces thématiques. Donc, les services RH aujourd'hui, on est au début de ce mouvement-là, puisque je vous l'ai cité, les lois, c'est 2019, le PLFSS 2020, la stratégie 2020-2022, le congé de proche aidant, il va être indemnisé à partir de jeudi matin. Donc tout ça, il va falloir le mettre en place. Et les services RH dans les entreprises se retrouvent quand même relativement démunis. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la moitié des entreprises qui ne connaissent pas le congé de proche aidant. Donc de là à mettre en place les systèmes d'indemnisation, on en est loin. Donc les entreprises ont besoin d'avoir un certain nombre d'outils à disposition et d'accompagnement. Ils ont besoin, comme les salariés aidants, d'information. Ils ont besoin aussi de sensibilisation, mais ça va ensemble. Informer, c'est sensibiliser aussi. Il faut sensibiliser au sujet pour que les gens aillent chercher l'information. C'est la sensibilisation à la fois de l'entreprise en matière de ressources humaines, mais aussi des salariés, des managers. Il y a énormément d'intervenants. Ça peut être des assistantes sociales, ça peut être la médecine du travail, ça peut être les partenaires sociaux. Il y a énormément de personnes qu'il faut sensibiliser sur ces sujets-là et les acculturer. Et les entreprises interrogées ont vraiment plébiscité des supports numériques. C'est vrai que c'est intéressant le support numérique. Je pense que ça peut pas être la seule façon de travailler avec une entreprise, mais en tout cas, ça peut leur permettre de gagner du temps. Alors, excusez-moi, je me suis trompée. Voilà. Tout ça, on se dit, mais ça fait des contraintes énormes, mais qu'est-ce que va récupérer l'entreprise dans tout ça? Bon. C'est véritablement une action gagnant-gagnant de prendre en charge les salariés aidants dans l'entreprise, de les prendre en compte, de les reconnaître. Ça a un certain nombre d'impacts en matière de motivation, d'engagement, sécurisation, valorisation de la marque employeur. Je vais les développer. Ce qui est très intéressant, je vais vous donner tout à l'heure des verbatims. On a eu des entreprises, il y avait une partie qualitative qui permettait d'aborder le sujet et de demander des verbatims aux entreprises. Et il y a eu des choses très intéressantes qui se sont révélées
à ce moment-là des PME et des TPI qui avaient mis en place des systèmes. Simplement, en titre plus analytique, il faut savoir qu'il y a eu en 2013 une étude qui a été réalisée en Grande-Bretagne qui s'appelle Supporting Working Carers et qui a donc étudié l'impact des politiques prises dans les entreprises en faveur des salariés aidants. Alors, à la fois l'impact sur les familles, sur le business et sur l'économie. Là, on va s'attacher évidemment à la question d'impact sur le business, c'est-à-dire sur l'entreprise, et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence. Et on a 3 chiffres qui sont vraiment marquants, c'est-à-dire que à 93%, ça a augmenté le moral et la loyauté du personnel. C'est dit comme ça, loyauté, on peut dire la confiance, enfin, on peut mettre d'autres termes en français, mais voilà, augmentation du moral et de la loyauté du personnel. À 85%, augmenter l'engagement des employés. Et à 80%, ce qui est assez drôle, c'est l'amélioration du management. Donc on voit bien, et ça c'est quelque chose pour moi qui est extrêmement important, c'est que quand on travaille au bénéfice de populations comme les salariés aidants, on travaille non seulement sur des cas individuels, mais on travaille vraiment sur le collectif dans l'entreprise. Et c'est ça qui est intéressant sur la question du contrat social. C'est-à-dire que on fait quelque chose qui est au bénéfice d'un individu, mais au final, ce bénéfice d'un individu va avoir un impact indirect sur l'ensemble de la collectivité. Alors, c'est là où je vais vous citer quelques verbatim. En matière d'impact individuel, on a une entreprise qui nous a dit que ça avait eu un impact en termes de confiance et de dédramatisation vis-à-vis de l'emploi, que ça avait fait baisser le niveau de stress. Mais il y a aussi un impact donc sur le collectif, et là il y en a eu plusieurs qui sont remontés. D'une part, la prise en compte collective de la problématique, plus d'écoute de la part des collègues, plus de solidarité. Un point important, une entreprise qui nous a dit les aménagements du temps de travail pour les aidants ne désorganisent pas les équipes et n'impactent pas la performance de la personne. Une compréhension et une entraide accrue en cas d'absence de remplacement ou de réorganisation des horaires. C'est un peu ce qui était évoqué tout à l'heure. On comprend mieux effectivement quand quelqu'un les raisons pour lesquelles ça se passe. Et puis un double impact, ouverture d'esprit en interne et disponibilité. Ça, je pense que vraiment l'accent sur le collectif, c'est quelque chose de fondamental. Et puis, en dernier lieu, la valorisation de la marque employeur, c'est pas négligeable non plus parce qu'on sait aujourd'hui que les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail, qui y sont depuis une dizaine d'années, sont des jeunes générations extrêmement sensibles à tout ce qui va exister dans l'entreprise, dans l'engagement qu'elle peut avoir en dehors de simplement le bulletin de salaire et le contrat de travail. Donc c'est important de montrer que l'employeur prend vraiment en compte cette dimension sociale, même si effectivement un employeur n'est pas une structure sociale. Et donc dans l'impact l'impact sur la marque employeur, ce qui est remonté des entreprises interrogées, forte compréhension et adhésion des collaborateurs qui ont remercié l'entreprise de proposer ce système de dons, de la reconnaissance, un turnover au plus bas, une fidélisation des collaborateurs. Ça aussi, c'est quelque chose d'important pour une entreprise, de ne pas avoir en permanence à investir à cause du turnover, sur de la formation, sur de l'insertion des personnes. Voilà, donc énormément de points positifs à dégager. Et pour moi, ça fait tout naturellement la jonction avec le témoignage suivant, qui va être celui de Frédéric Danel, le directeur régional Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, qui intervient du coup par rapport aux salariés de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté sur une démarche qui a été entreprise début 2019. Une démarche d'ailleurs que je note qui a été entreprise en mode projet, c'est important parce qu'il faut donner de la durée et ancrer le sujet. Donc Frédéric, j'ai envie de vous demander que vous nous racontiez un petit peu la genèse de ce projet, qu'est-ce qui vous a engagé à pousser un projet autour de vos salariés aidants, ou plutôt pousser à engager, enfin ça peut être les deux. Oui, bonjour à toutes et à tous. Anne-Sophie, en fait, premièrement, ce qui nous a amené à nous engager dans cette démarche, collectivement et personnellement, c'est déjà, et ça a été souligné dans la restitution de l'enquête, c'est que ce sujet est un sujet d'actualité, sujet de société, sujet d'actualité. Alors, on sait qu'on approche du 6 octobre
jour important puisque c'est la journée nationale des aidants. Mais quand on s'est engagé dans la démarche en 2019, c'est pas pour cette raison-là. J'insiste et je reprendrai pas tout ce que vous avez pu souligner. On comprend pourquoi ce sujet est important et qu'il impacte l'entreprise. L'enquête le démontre bien. Ce qui nous a immédiatement, je dirais, touché et impacté, c'est le fait que au moment où l'espérance de vie s'accroît, on sait tous qu'à un moment, on risque de se retrouver en situation de porter assistance à un proche, à un parent, et donc d'être aidant. Soit on l'a été d'ailleurs, soit on le sera. Il y a une grande probabilité pour cela. Les chiffres l'ont confirmé. Et les agents de Pôle emploi, enfin comme tous les salariés, et à l'image donc de l'ensemble de la société, hein, ça a été souligné également, sont directement concernés dans leur vie personnelle pour un enfant, un parent, un proche, un conjoint. Et on sait bien que les personnes ne laissent pas leur vie à la porte du bureau. On le sait. Donc, il est nécessaire, et on a travaillé vraiment sur ce sujet-là, de trouver je dirais, les bons équilibres, le bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et quand je dis qu'on s'est attaché à travailler là-dessus, en fait, c'est une démarche qu'on a engagée il y a déjà un moment d'amélioration de la qualité de vie au travail pour les équipes, les salariés de Pôle emploi. Et on est très engagé depuis plusieurs années aussi en termes de responsabilité sociétale et environnementale. Et je crois que ça a été dit tout au départ, ces deux dimensions sont importantes. Et le sujet des salariés, de l'aidant et du salarié aidant, eh bien, nous renvoie vers qualité de vie au travail et pour l'entreprise vers cette responsabilité sociale, environnementale qu'on peut donc renforcer. Et c'est pour ça que au printemps 2019, donc il y a presque un an et demi maintenant, on s'est engagé dans cette démarche en Bourgogne-Franche-Comté, ici à Pôle emploi. Et avec vous, Anne-Sophie, vous nous accompagnez depuis maintenant un an et demi dans cette démarche. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous en remercier. D'accord. Et du coup, vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consistait justement votre projet? Qu'est-ce que vous en attendiez? Qu'est-ce que vous en attendez aujourd'hui? Comment ça se déroule? En fait, le projet, il s'est construit en deux étapes principales. Et on va retrouver des mots-clés, des étapes clés que vous avez soulignées, qui ont été précisées juste avant. La première, en fait, dès le printemps 2019, elle a consisté à réaliser un diagnostic. Vous l'avez également bien rappelé, c'est important de faire un premier état des lieux, enfin démarrer par un état des lieux et un diagnostic. On a également beaucoup travaillé sur la libération de la parole. C'est tout à l'heure Gilles Barbier, hein, je me trompe pas dans votre nom, qu'il soulignait. La libération de la parole est vraiment important. Donc on a pris le temps, on s'est pas pressé, on a pris le temps d'installer progressivement la démarche en respectant des éléments vraiment importants, facteurs clés de succès comme la transversalité. C'était important, vous avez parlé de projet, d'embarquer toutes les équipes, salariés, collaborateurs, managers, que tous soient fonction support, fonction opérationnelle, tous soient embarqués à égalité dans la démarche. Pour cela, je me suis impliqué aussi fortement. On parlait d'exemplarité tout à l'heure. Je pense qu'elle est nécessaire. Enfin, un dirigeant qui n'y croit pas, il ne va pas pouvoir faire semblant. Enfin, je ne pense pas. Sur certains sujets peut-être, mais sur celui-là, il ne peut pas. Et c'est vraiment important qu'il s'y engage personnellement, et c'est ce que j'ai fait avec l'ensemble des équipes. Un autre élément important, c'est l'inclusion et la dimension collaborative. Je disais tout à l'heure transversalité, donc bien sûr ça renvoie à tout le monde, mais c'était important d'associer et de sensibiliser
pour nous l'ensemble des salariés. Et on a d'ailleurs commencé par les managers. Vous avez rappelé leur rôle. Ils peuvent être d'ailleurs directement concernés eux-mêmes par ce sujet. Ils sont concernés parce que dans leurs équipes, ils ont à gérer en ce moment et depuis des années eh bien, des situations qui peuvent être délicates de collaborateurs qui exposent quand la parole est libérée, quand ils osent en parler, qui exposent leur situation. Et pour le manager, c'est souvent compliqué de trouver des solutions, parce que les solutions, vous l'avez précisé, elles doivent être souvent trouvées par l'entreprise et donc par elles-mêmes. On a donc organisé tout d'abord une conférence audio, donc avec l'ensemble des managers pour les sensibiliser. Ensuite, on a organisé l'équivalent de ce qui se déroule en ce moment, un webinaire ouvert à l'ensemble des salariés. Donc, ceux qui souhaitaient participer au webinaire, poser des questions, eh bien, y ont participé. On a également organisé en complément des focus group, donc des petits groupes réservés, certains aux salariés, d'autres aux managers. Et sur la base du volontariat, eh bien, ces focus group ont travaillé sur le diagnostic de leurs besoins. Ils ont commencé à construire des solutions. Et en même temps, ce qu'on a fait, puisque vous avez souligné que j'étais directeur régional en Bourgogne-Franche-Comté, j'ai souhaité très très vite informer la direction générale de Pôle emploi de notre démarche. Et ils nous apportent un soutien. On les tient informés régulièrement de l'avancée de nos travaux. Et on a donc beaucoup travaillé avec la direction de la RSE et la direction RH de Pôle emploi. Là, j'ai parlé de la première étape et on voit qu'on est bien sur les sujets importants de sensibilisation et d'information. Et la deuxième étape, alors je vous cache pas que la deuxième étape, c'était 2020. 2020, on a tous connu une période quand même un peu compliquée. Pendant le confinement, ça a été un peu chamboulé. Donc, on a dû réaménager un peu notre planning. Mais on a continué à déployer les dispositifs. Et en fait, on a retenu 3 axes de travail. La sensibilisation, donc poursuite vraiment sur ce sujet-là, mais très concrètement avec des services, des outils, des démarches concrètes qui ont été livrées. L'information et le soutien. Donc, en fait, on a, si je parle de concret, on a mis en place des sessions de formation des managers. Donc, on a également créé un espace intranet, donc interne. Dans l'espace RH, on a créé tout un espace dédié aux aidants et aux salariés aidants. Et on a également installer une communauté type réseau, type réseaux sociaux, une communauté fermée des aidants, donc réservée aux aidants, qui va leur permettre d'échanger, de s'entraider et d'avoir accès à des éléments d'information. Ce que j'ai pas dit, c'est que dans l'espace RH, puisque je parle d'information, dans l'espace RH, on y trouve plutôt des informations légales, réglementaires et internes. Tous les textes, en fait. Ça, on trouve sur l'intranet. Par contre, dans la communauté, là, on va pouvoir échanger des informations, échanger entre nous et chatter. Voilà, donc ça, c'est assez frais, puisque je vous ai dit que c'était 2020, donc on l'a mis en place après le confinement. Mais voilà, les choses avancent bien. Alors justement, vous êtes en plein déploiement des dispositifs, mais est-ce que vous avez déjà des retours à nous faire sur des effets ou des impacts de la démarche que vous avez engagée il y a 1 an et demi? Alors encore une fois, je dis concrètement, les premiers éléments sont frais, mais c'est vrai que la démarche, on l'a engagée il y a quand même 1 an et demi, et c'est vrai qu'on peut aujourd'hui, je pense pouvoir dire ça a créé cette démarche. Elle a créé une impulsion, elle a créé une prise de conscience de la problématique qui était méconnue, très très méconnue au sein de l'entreprise et de toute façon je dirais des personnes elles-mêmes au-delà de l'entreprise. C'est ce qu'on a ressenti, une prise de conscience donc pour le personnel, les salariés, mais aussi les managers. Et je pense que ça a été souligné tout à l'heure, libérer la parole, le fait d'avoir
écouter les personnes, de les avoir associées à ces travaux de réflexion, ça représentait une véritable reconnaissance. Reconnaissance de prise de conscience et reconnaissance de l'aidant, et donc des personnes qui sont salariées aidants. Même si aujourd'hui, c'est clair, et vous l'avez rappelé, l'entreprise passe par des accords et on n'a pas encore tous les éléments qui vont nous permettre demain d'appuyer nos actions. Donc c'est surtout sur nous que nous devons compter. Donc il y a certainement encore beaucoup de réponses à apporter, mais on voit que le dialogue s'est installé. Et il a généré beaucoup je pense, de respect aussi, de respect mutuel. On le sait bien, à partir du moment où on est sensibilisé à une chose, à une cause, eh bien, souvent, c'est synonyme de respect et ça s'est fait naturellement. J'ai d'ailleurs peut-être, enfin, pas une anecdote, mais un vécu. Je parlais du confinement et j'ai dit tout à l'heure, le confinement nous a chamboulé le calendrier. Par contre, le confinement, il a aussi été un révélateur. Je sais que ça a été globalement un révélateur un certain nombre de choses, mais par rapport à la démarche qu'on a lancée, on a vu que certains collègues aidants, eh bien, s'étaient manifestés auprès du service RH, auprès de leur manager, compte tenu de leur situation qui est synonyme de charge au quotidien, et de cette période complexe, eh bien, ils sont venus vers le service RH pour demander et proposer des solutions. Plutôt que de passer à l'extrême par un arrêt de travail parce que la situation devenait impossible, et c'est peut-être ce qu'on aurait connu il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, on a des personnes qui sont venues vers nous en disant, voilà, ma situation est la suivante, vous le savez ou pas, mais j'aimerais qu'on puisse regarder comment je pourrais aménager mes horaires, mon activité pour pouvoir dans cette période continuer de travailler. Donc, en conclusion, on a des personnes aidantes qui participent au groupe de travail qu'on a mis en place, qui fabriquent les outils, même si certains, outils entre guillemets, même si certains ont déjà vu le jour. On sent qu'il y a une attente. Et la reconnaissance, aujourd'hui, elle est mutuelle. En fait, j'ai le sentiment qu'on a réussi par cette démarche à donner toute leur place aux salariés en difficulté, aux salariés qui sont concernés, et eux-mêmes se sentent valorisés, reconnus. Et je les sens, je pense que l'exemple l'illustrait, beaucoup plus impliqués et motivés. Et vous parlez d'individuel et de collectif, et c'est vraiment le cas. Les personnes, on les sent beaucoup plus impliquées, et on sent des collectifs et également beaucoup plus engagés. Voilà ce que je peux dire à ce stade, en tout cas ce que je ressens. Merci beaucoup, très intéressant. On avait prévu aussi une petite session de questions-réponses, mais je ne vois pas de questions. On a répondu directement dans les 2 onglets, chat et questions, si vous voulez regarder les questions des uns et des autres. Voilà. Alors, avec un super coucou en fond. Il va sortir. Alors, on a... Oui, vas-y Julie. Oui, dans ce j'ai cas, une question. En fait. Je crois que Gilles voulait intervenir. Ah. Oui, je voulais juste poser une question par rapport à l'étude tout à l'heure. Pour les petites entreprises, souvent, elles ont un expert comptable qui a bien souvent une section sociale. Et c'est souvent eux qui informent leur entreprise, enfin leurs clients, de tout ce qu'il peut y avoir comme mesure. Et est-ce qu'il y a des actions qui sont faites envers les experts comptables pour les sensibiliser au cas des salariés aidants et toutes les mesures qui sont prises? Eh bien, je pense que c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas connaissance, en tout cas, de dispositifs particuliers vis-à-vis des cabinets d'expertise comptable, mais c'est un fait que pour les PME, ça peut être une porte intéressante. En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils les ont pas. Je pense que c'est même la principale. Ils les ont pas nommés. Ils les ont pas nommés en tant que ressources d'information, mais ça serait intéressant, oui, tout à fait. Voilà.
Oui, Julie. Bien, nous arrivons bientôt à la fin de ce webinaire. Muriel Perretou du groupe Malakoff Humanis qui soutient ce projet et qui a participé à ce projet d'enquête devait faire le mot de la conclusion en direct. Elle a eu des soucis techniques. Donc voilà, on propose éventuellement qu'elle puisse faire ce mot de conclusion directement au téléphone. Je ne sais pas si c'est... Tu nous entends, Muriel? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. En tout cas, nous, on vous entend. Parfait. Très bien. Bah, écoutez, merci à vous. Donc, je vais essayer de parler assez fort pour que vous m'entendiez compte tenu des soucis techniques que l'on a. Donc, j'ai suivi, j'irai une bonne partie en fait de ce webinaire. Donc, je tenais à remercier tous les intervenants à ce webinaire qui nous ont permis de découvrir leur expérience et les solutions qui ont été mises en œuvre et qui peuvent vraiment, à mon avis, être très utiles, notamment pour les dirigeants d'entreprise qui participent à ce webinaire aujourd'hui. Je voudrais donc juste rappeler les raisons pour lesquelles en fait notre groupe a soutenu ce projet, cette enquête et ce webinaire, et préalablement rappeler rapidement qui est Malakoff Humanis. Malakoff Humanis, c'est un acteur de la protection sociale qui est paritaire, qui est mutualiste et qui a le but non lucratif. Nous avons donc deux missions essentielles, qui est celle de gérer la retraite complémentaire obligatoire à GERCASPO des salariés du secteur privé, et puis également de proposer des garanties dans le domaine de la santé et de la prévoyance collective. Et tout à l'heure, quand j'entendais parler de l'intervenant précédent du rôle que pouvait jouer les mutuelles, je me disais qu'on avait peut-être un rôle à jouer encore plus fort là, sur ce sujet. Donc, Malakoff Humanis, c'est 426 000 entreprises clientes qui couvrent 10 millions de personnes. Et ce sont justement des clients qui sont très largement, majoritairement des entreprises de type PME et TPE. Alors, pourquoi en fait on a soutenu cette enquête? Il y a trois raisons principales. C'est d'une part parce que notre groupe est convaincu que les entreprises, en effet, comme ça l'a été évoqué tout à l'heure, ont un rôle à jouer dans la société, et qu'elles doivent notamment contribuer à la rendre plus juste et inclusive. Et nous, notre rôle, notre engagement, c'est d'accompagner ces entreprises, notamment nos entreprises adhérentes, dans la prise de conscience de ces situations de fragilité de leurs collaborateurs. Sur 4 axes qui sont notamment la question des aidants, mais aussi la question du cancer, du handicap et du bien vieillir. Et pour cela, nous menons beaucoup d'actions d'information et de sensibilisation sur le sujet. En effet, comme vous l'avez dit, beaucoup de salariés sont en situation d'aidant. Un salarié sur 5, nos enquêtes annuelles montrent que c'est un doublement depuis 10 ans, avec une perspective de croissance qui est due à l'effet conjugué du vieillissement de la population, à l'augmentation des maladies chroniques et aussi de l'augmentation de la vie professionnelle. C'est donc un vrai enjeu de conciliation vie pro, vie perso. Ça a été aussi évoqué, je l'ai noté tout à l'heure. 2 salariés aidants sur 3 disent que être aidant, ça a un impact sur leur vie professionnelle. Donc la conciliation vie pro, vie perso est un vrai sujet. Et donc il est important pour nous de soutenir cette enquête parce que la civilisée, justement, c'est majoritairement celle des PME. Si j'ai bien compris, 90% des répondants sont des entreprises de moins de 250 salariés. Et c'est un sujet en fait qui est très peu investigué en fait sur cette cible des PME TPE. C'est aussi parce que nous avons soutenu cette enquête aussi parce que elle était liée à la qualité des partenaires avec les entreprises, pour la cité que je remercie donc aujourd'hui, qui regroupe des entreprises engagées sur les thématiques sociales et sociétales, et puis le CCH avec lequel nous travaillons depuis de nombreuses années, qui est également un expert en fait sur ces questions. Voilà, donc qu'est-ce qu'on constate, nous, au niveau de Malakoff Humanis, au contact de nos entreprises clientes? Je dirais que le constat, il est assez partagé, ce qui a été dit avec ce que constatent nos équipes sur le terrain, en lien direct avec nos entreprises. On voit que c'est un sujet qui monte en puissance, mais qui, malgré tout, est encore assez peu pris en compte par les entreprises.
parce que la plupart estiment que ce n'est pas un sujet ressources humaines, mais que cela relève de la sphère privée. Et donc, en fait, nos équipes sur le terrain sont souvent en fait sollicitées pour répondre à des problématiques que rencontrent les entreprises pour tel ou tel salarié qui est confronté à une difficulté personnelle d'urgence. Donc, on gère plutôt du cas par cas, suite par exemple à un accident de conjoint ou une aggravation de sa maladie. Et pourtant, donc, on voit bien qu'à travers cette enquête, notamment, il y a des solutions qui existent. On a parlé d'aménagement du temps de travail. Je pense que c'est en effet ce sont des solutions phares. On a parlé également d'information. Pour notre part, en effet, nous avons mis à disposition justement des salariés de nos entreprises adhérentes une ligne téléphonique qui est dédiée à ces questions, parce que, comme c'est évoqué précédemment, la question du lieu d'information est essentiel. Trouver un interlocuteur, fiable, qualifié, expert sur ces sujets-là, c'est permettre aux salariés de gagner du temps, d'avoir moins de charge mentale, d'être plus efficace et de mieux s'organiser au travail. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une ligne téléphonique qui est ouverte du lundi au samedi et de 8h à 20h et qui est anonyme et confidentielle, notamment pour les salariés de nos entreprises adhérentes. Voilà. Donc, il y a donc ces deux sujets-là et ces deux actes-là qu'on peut activer. Il faut libérer en effet la parole. Ça a été évoqué, c'est un vrai sujet. Néanmoins, ce qui ressort de cette enquête, et je trouve de manière significative, c'est que pour 2 entreprises sur 3, le sujet des salariés aidants n'est pas un sujet RH. Donc c'est quand même une vraie question à se poser, et d'autant plus que pour 55% des entreprises qui ont répondu, dont certains d'entre vous, elles considèrent qu'il ne s'agit pas d'un sujet prioritaire pour le salarié. Donc la vraie question, c'est celle vraiment de la prise de conscience de ce sujet par le collectif de travail dans une entreprise. Alors il y a des entreprises qui sont intervenues tout de suite comme handicap.fr ou comme Pôle emploi qui sont très investis sur ces questions, mais c'est un sujet qui est encore peu abordé en fait dans l'entreprise. Donc c'est un vrai challenge que nous avons en fait à relever, cette prise de conscience de cette question-là, d'autant plus que dans des enquêtes que nous avons menées par ailleurs, on voit bien que les entreprises qui sont agissantes sur ces questions, c'est parce qu'elles ont vraiment conscience que accompagner les aidants salariés, c'est essentiel, parce que si on les accompagne pas, ça peut entraîner des répercussions dans l'entreprise, notamment au niveau de l'absentéisme. C'est la première raison qui est évoquée. Ensuite, les problèmes d'organisation du travail, de démotivation des salariés aidants et puis de perte de productivité. Voilà. Donc encore merci à tous et à toutes. Je dirais seulement pour conclure que vos caisses de retraite, vos mutuelles et vos assurances de prévoyance, je dirais, sont la légitimité, l'expérience aussi pour vous accompagner sur ce sujet, en s'adaptant justement à votre niveau de maturité. Tout à l'heure, le directeur de Pôle emploi évoquait l'importance du diagnostic de situation, et ça c'est bien évident qu'il faut vraiment passer par ce cap-là avant de pouvoir mettre en place des actions adaptées en fait à chaque entreprise. Donc merci au CCAH, merci à LEPC pour leur engagement et leur contribution à cet événement. On vous invite à relayer le replay de ce webinaire qui vous sera adressé dans la foulée. Et puis vous pourrez aussi retrouver donc les résultats complets de cette enquête sur nos sites internet respectifs. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée à tous et merci de votre participation. Merci beaucoup. Vous avez bien conclu ce webinaire. À nouveau, voilà, merci beaucoup Philippe, Anne-Sophie, Gilles, Frédéric pour voilà, cette restitution, ces interventions, ces témoignages très intéressants. En tout cas, sachez, comme je vous disais en début de webinaire, que nous allons vous envoyer le replay de cet événement, ainsi que le document complet d'enquête que vous pourrez retrouver également sur le site du réseau Les Entreprises pour les Cités. On vous redonnera le lien du site et le site également du CCAH. Voilà, merci beaucoup à nouveau et bonne journée à tout le monde. Merci à vous, au revoir, bonne journée. Au revoir. À bientôt.